Yes, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour celles qui fêtent Noël, j'espère que vous avez passé un bon Noël et j'espère que vous avez passé une nouvelle année. Bonne année à toutes. Voilà, je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux. J'espère que vous allez réussir, que ce soit professionnellement ou dans la sphère personnelle tout simplement. Et si vous êtes fixé des objectifs, ce que j'espère, c'est que vos projets se concrétisent cette année-là, que ce soit personnel ou professionnel. Voilà, donc encore mes meilleurs vœux 2026. Moi, j'ai passé de bonnes fêtes. Comme on est début 2026, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur comment atteindre ces objectifs, du moins devenir la meilleure version de vous-même. Donc j'ai intitulé la vidéo Devenir le diamant de la saison 2026 pour rester dans l'actualité, hein, parce que il y a la saison 4 de Bridgerton qui va sortir cette fin de mois de janvier. Et alors peut-être que vous ne le savez pas, mais la première va être diffusée le 14 janvier à Paris dans un cinéma. Il y avait un site où il fallait vous inscrire pour être tiré au sort et pour pouvoir assister à cette projection-là. Et ensuite, il y avait une deuxième option où vous pouviez également participer au tapis rouge. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on vous demande d'être vraiment habillé, voilà, comme si vous alliez au bal de Bridgerton, mais enfin clairement, avec une robe, voilà, comme dans Bridgerton, un masque, etc. Donc ça, c'était la deuxième option. Et normalement, pour celles qui ont participé, elles vont recevoir un mail avant demain, donc avant le 11 janvier. Voilà, à savoir si elles vont participer à ce tapis rouge ou pas, ou même si elles vont pouvoir participer à la projection, parce que comme vous le voyez, il y a plusieurs, il y a plusieurs places, mais c'est surtout que tout le monde ne pourra pas y participer. D'ailleurs, ils ont fermé leur site depuis, il me semble, avant-hier. Ils ont dit que ça a tellement rencontré de succès que vous ne pouviez plus vous inscrire. Donc voilà. Et il y aura quelques stars, alors pas toutes, mais il y en a, il y a quelques acteurs, actrices de la série Bridgerton qui vont faire le déplacement. Donc voilà, juste l'actualité, en tout cas dans cette série-là. Bon, je suis tombée par hasard, voilà, sur Internet. Donc voilà, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire une vidéo en intitulant Deviens le diamant de la saison 2026. Mais vraiment, voilà, je me suis dit en début d'année, c'est bien de faire le point sur ce que vous avez fait en 2025, sur les objectifs que vous avez atteints, les objectifs que vous n'avez pas atteints, pourquoi vous ne les avez pas atteints, et vraiment refaire une sorte de reset pour repartir sur de nouvelles bases. Donc j'en profite dans cette vidéo pour aborder ce sujet-là sous 3 chapitres. Donc le chapitre 1, avant toute chose, c'est de se connaître soi-même. Le chapitre 2, la planification. Et le chapitre 3, l'unicité. Le chapitre 1, te connais-tu toi-même? Socrate, un philosophe grec, disait par exemple, connais-toi toi-même. Moi, je pense que c'est le plus important. Avant de planifier quoi que ce soit, il faut d'abord se connaître. Parce qu'il faut que tu décides de la meilleure façon d'atteindre tes objectifs. On n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y en a qui peut-être ne vont même pas prévoir, n'ont pas de planning ou autre, et ils y arrivent très bien parce qu'ils sont disciplinés. Voilà, depuis qu'ils sont petits, ils sont disciplinés. Il y en a qui vont avoir besoin vraiment d'un tableau, d'écrire les objectifs, voilà, pour que ce soit clair et de s'y tenir. Donc voilà, on n'est pas égaux par rapport à ça et chacun fonctionne d'une manière différente. Donc là, l'idée, c'est pas juste de donner, par exemple, une piste de solution et de dire, on est à peu près 8 milliards, on va dire, dans ce monde-là. On ne peut pas dire à 8 milliards de personnes d'utiliser la même méthode. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo-là, c'est d'abord de vous connaître pour que vous utilisiez la meilleure façon pour vous
d'y arriver. Donc là, vraiment, c'est une solution qui va être personnalisable par rapport à vous. Donc là, moi, il me semble important que vous vous connaissiez vous-même avant de planifier quoi que ce soit. Donc la planification, c'est le chapitre 2. Mais le premier chapitre, c'est de se connaître soi-même. Donc pour cela, je vais vous proposer donc 3 exercices à faire. Le premier exercice, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de Ruby, où vous allez faire une analyse SWOT de vous-même. Donc SWOT, c'est en anglais, donc ça veut dire le S, strength, le W, weakness, donc la faiblesse, le O, opportunity pour opportunité, et le T, threat pour menace. Il faut savoir que le tableau est fait de sorte que les forces et les faiblesses, c'est interne à votre personne, ça ne concerne que vous, c'est des choses que vous pouvez contrôler à votre niveau. Et tout ce qui est opportunité et menace, on va dire que c'est comme les conséquences de votre force. Donc pour les opportunités, c'est la conséquence de vos forces, et les menaces, c'est la conséquence de vos faiblesses. Mais il faut garder en tête que les opportunités et les menaces, c'est des choses dont vous, à votre échelle, vous n'avez pas la main dessus. C'est des causes des conséquences qui vont être externes. Donc pour cela, je vous ai fait 2 exemples pour que ce soit, pour vous illustrer un peu ça, pour que ce soit un peu plus clair. Alors par exemple, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc par exemple, on va analyser le luxe. Donc là, on va parler de Hermès par exemple. Donc les forces de Hermès, c'est par exemple l'image de la France. Donc c'est une marque française. On pense, tout de suite quand on vous dit France, en tout cas pour les étrangers, c'est pays du raffinement, c'est l'ancien continent. La France est partie de l'Europe, donc l'Europe c'est l'ancien continent par rapport aux États-Unis par exemple. C'est le savoir-faire français, l'élégance. On parle souvent de l'élégance à la française. Vous avez même une chaîne YouTube qui en parle. Voilà. Et Paris, ville lumière, c'est aussi la ville de la mode. Euh, Parce que vous avez une Fashion Week qui est faite à Paris. Donc il y a 4 Fashion Week, en tout cas les plus grosses Fashion Week, c'est Paris, Milan, Londres et New York. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, Hermès en termes de force, c'est l'image de la France, le rayonnement qu'ils ont à l'international. Ensuite, les opportunités. On peut parler par exemple de développement durable. C'est un sujet vraiment qui, entre guillemets, on va dire mode. Tout le monde s'est emparé un peu du sujet, tout ce qui est RSE. Et on peut parler également de l'upcycling par exemple. Donc c'est différent du recyclage. Le recyclage, c'est on va utiliser une même matière qui a déjà servi, mais qui va être sur une qualité soit assez similaire ou moindre. Alors que l'upcycling, il y a l'idée de up, donc d'upgrade. Et donc là, on va récupérer des matériaux dont on ne se sert plus pour créer des produits, mais de qualité supérieure en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de up. Et donc là, ça peut être, par exemple, faire de l'upcycling, c'est ce que font maintenant différentes maisons de luxe. Donc ça peut être aussi des opportunités à aller voir pour Hermès, par exemple. Et ensuite, vous avez également, donc il y a plusieurs années évidemment, les maisons de luxe sont tournées vers le marché chinois parce qu'il y a une demande, mais le marché chinois ces temps-ci était un peu à la baisse, mais on peut voir qu'il y a un marché qui a émergé il y a quelques années, beaucoup plus récent que le marché chinois. C'est par exemple le cas du marché brésilien et du marché également du Moyen-Orient. Donc ça peut être une opportunité aussi à Hermès de s'expandre dans ces lieux géographiques. Et ensuite, en termes de faiblesse, alors je ne connais pas spécialement la maison Hermès, donc je ne me suis pas étendue dessus, mais on peut reprendre par exemple le tableau où dans les faiblesses, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on peut améliorer. Par exemple, si vous avez des retours clients, j'imagine que Hermès a des retours clients, ils peuvent regarder dans leur retour client, est-ce qu'il y a
des choses qui reviennent négativement et comment ils peuvent y remédier. Ensuite, en termes de menaces, après ça c'est toutes les maisons de luxe, mais par exemple la contrefaçon. Après ça peut être le développement de l'IA également, l'intelligence artificielle. Euh, Justement, euh, on peut se dire, est-ce que tous les corps de métier sont préparés euh, à, euh, à cette évolution technologique? Voilà, notamment les métiers, que ce soit RH ou surtout marketing. Est-ce que voilà, les, les personnes qui occupent des postes de marketing sont parées à cette évolution technologique? Parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le marketing digital surtout. Voilà. Et j'en viens également à mon deuxième exemple. Donc par exemple, là on va parler d'un étudiant ou d'une étudiante qui est en marketing de luxe. Donc moi je sais que j'avais travaillé dans une campagne d'alternance. euh, voilà, donc des étudiants qui étaient issus du marketing, et je sais que les opérationnels recherchaient des étudiants qui étaient diplômés, enfin qui suivaient du coup des études de marketing de luxe, et ils étaient beaucoup friands des étudiants, surtout marketing de luxe et pas marketing tout court. Euh, voilà, parce que là, il y a l'idée un peu le luxe, c'est pas forcément. Comment vous dire ça? Le luxe, c'est pas un secteur en soi. Ça veut dire que vous pouvez retrouver du luxe dans l'automobile, comme vous pouvez retrouver du luxe sur tout ce qui est maroquinerie, le luxe dans euh, tout ce qui est vêtements. Voilà, en fait, le luxe, c'est ce qui se fait de mieux dans tous les secteurs d'activité. Donc là, évidemment, on va plutôt préférer, par exemple, un étudiant qui a fait marketing de luxe plutôt qu'un étudiant qui a fait marketing tout court. Et en plus, plus vous vous spécialisez et plus vous êtes intéressant dans le marché de l'emploi. Donc là, par exemple, on va parler, cet étudiant-là, les forces. On peut dire, il est spécialisé en marketing de luxe. Donc déjà, il a une spécialisation, et le luxe, c'est ce qui se fait de mieux dans chaque secteur d'activité. Donc le fait qu'il suit une spécialisation de luxe en marketing, c'est un très bon point. En plus, cet étudiant-là, par exemple, il a une spécialisation en digital. Donc là, c'est très intéressant et c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit tantôt dans mon exemple concernant Hermès, par exemple, euh, on assiste déjà en fait à l'évolution technologique. Vous avez des marques, par exemple Sephora, L'Oréal ou autres, qui travaillent constamment sur ces sujets-là. Et par exemple, maintenant, vous pouvez, sur leur site, par exemple, tester un rouge à lèvres directement sur vous. Euh, voilà, donc ça veut dire que vous pouvez vous prendre en photo, ou avec la caméra, voilà, de votre PC par exemple, le rouge à lèvres, le mettre directement sur vous pour savoir quel est le rendu. Donc voilà, il y a plusieurs sujets qui peuvent être développés en matière d'IA dans les cosmétiques. Il faut être à la page. Et le fait que cet étudiant-là est spécialisé justement dans le digital, ça c'est une très bonne chose. Par exemple, cet étudiant-là suit une formation à l'EFAP. Donc l'EFAP, c'est une école de communication qui est très réputée et qui est présente sur Paris depuis un certain nombre d'années. Donc il y a un réseau qui s'est développé d'étudiants, donc ça c'est très intéressant. Et par exemple, vous avez le MBA Digital Marketing et Business qui est tourné vers l'IA et la data, qui peut être fait en alternance. Donc là, vous avez plusieurs sujets, Google Ads par exemple. Vous avez des cours sur Python, sur l'IA générative. Et il faut savoir que ce MBA-là, dans le classement Universal 2025, donc c'est le classement des écoles, le MBA est premier à Paris. Donc dans la catégorie MBA Master Digital Marketing et Business, c'est le premier à Paris. Donc voilà, c'est réellement une école de renom. Donc on va dire que ça, c'est les forces de cet étudiant-là. Donc ça, c'est les forces internes, c'est ce qui fait. Maintenant, les opportunités, donc ça, comme je vous l'ai dit, les opportunités, c'est les conséquences des forces, mais qui n'est pas, on va dire,
qui est hors de votre contrôle, on va dire. Donc là, les opportunités, c'est que cet étudiant-là peut pourvoir des postes intéressants. Euh, il peut également travailler dans des pays anglophones. On part du fait que dans les forces, il parle anglais également. Donc à ce moment-là, il peut travailler dans des pays anglophones. Donc à surveiller, à voir également les offres d'emploi anglophones. Pourquoi pas s'expatrier aux États-Unis, par exemple, ou en tout cas dans un pays anglophone. En termes d'opportunités, cet étudiant-là, après avoir eu son diplôme, peut travailler à son compte, voilà, faire de l'entrepreneuriat. Donc travailler dans tout ce qui est marketing digital, par exemple créer des formations en ligne, par exemple en lien avec le digital. Donc ça peut être soit par rapport à ses connaissances, par exemple dans le digital, ou à autre chose, hein, par exemple créer un agenda, etc. Voilà, mais il y a plein de métiers voilà, qui peut réaliser en entrepreneuriat, voilà, sans travailler pour autant dans une structure. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est pas tous les métiers où vous pouvez travailler dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand vous avez des compétences dans le digital, voilà, là, vous pouvez développer une activité en parallèle. Vous pouvez être salarié et être entrepreneur, ou alors directement vous lancer en tant qu'entrepreneur dans les réseaux sociaux. Les faiblesses, voilà, par exemple, par rapport à cet étudiant-là, on peut se dire par exemple qu'il est moins à l'aise, enfin lui en tout cas, il va mettre dans ses faiblesses qu'il est moins à l'aise sur l'art de se vendre, sur le personal branding ou sur le storytelling. Donc si lui, l'étudiant, il se dit, voilà, j'ai quand même du mal, alors j'ai, enfin certes les connaissances, mais j'ai du mal par exemple à me vendre en entretien, etc. Donc ça c'est quelque chose qui doit travailler parce que effectivement dans les menaces, par exemple, on peut se dire que le métier de la communication, c'est pas un métier en tension comme on va dire les métiers par exemple de restauration ou de BTP. Quand je dis métier en tension, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas, comment dire ça, il y a peu de candidats. Alors que dans les métiers de la com, il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc là, pour une personne qui n'est pas à l'aise dans l'art de se vendre en entretien, voilà, ça peut être vraiment embêtant parce que pour des postes en communication, vous avez par exemple une centaine, voire 200 candidatures. Voilà, et donc à ce moment-là, si vous ne savez pas vous vendre en entretien, ça va être assez problématique. Euh, Parce qu'en entretien, c'est pas forcément la personne la plus compétente qui va être recrutée, c'est surtout la personne qui sait se vendre, qui sait mettre en avant voilà, sa personnalité. Parfois, ça se joue sur peu de choses. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir deux personnes qui vont poursuivre le processus de recrutement. Ces deux personnes-là, en tout cas sur le CV, voilà, elles ont l'air d'avoir beaucoup de connaissances. Elles ont eu par exemple de très bonnes alternances, mais ce qui va jouer par exemple, c'est la personnalité. C'est par exemple une personne en face qui va être dynamique, enjouée, on aura plus tendance à la prendre par rapport à une personne qui va être peut-être un peu plus réservée en entretien, sachant que là on est sur un poste de digital, voilà, de marketing, etc. Donc voilà, c'est très important. Donc ça, c'est par exemple les faiblesses que cet étudiant-là peut relever. Voilà, de sa personne-là. Donc à ce moment-là, il faut qu'il travaille dessus. Voilà, après je vais pas rentrer dans les détails de comment, etc. Mais là, c'est vraiment pour vous donner une idée de comment fonctionne ce tableau-là de force, faiblesse, opportunité et menace. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler en fait sur vos faiblesses et menaces, de limiter en tout cas ces points-là et de mettre en avant vos forces et travailler en fait sur vos opportunités également. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est, et on ne le voit pas souvent, mais c'est de connaître votre rythme naturel pour entreprendre toute activité. Et en comprenant votre rythme,
en fait, vous allez adapter vos activités en fonction de votre rythme pour être le plus efficace et le plus concentré possible. Parce que dans le chapitre 2 de planification, ça ne sert à rien de planifier des activités si en fait vous les planifiez à des moments qui vont pas convenir en fait à votre rythme naturel, vous ne serez pas concentré. Donc là, j'ai vu le site donc Sang et Santé. Donc je vous mets le lien en description. Et là, il vous explique en fait les 4 types déjà de sommeil. Donc les chronotypes, vous avez le dauphin, les lions, l'ours et les loups. Alors par exemple, les dauphins, ils ont un sommeil léger et ils sont souvent propices aux insomnies. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent un exemple de planning pour chaque chronotype. Donc vous pouvez vous inspirer de ça pour créer en fait votre planning après dans le chapitre 2. Donc vous avez les lions, par exemple, les lions, ils se lèvent tôt avec beaucoup d'énergie. Euh, Par contre, en début de soirée, ils sont épuisés. Ensuite, les ours, c'est à peu près 50% de la population. Donc là, en fait, c'est des personnes on va dire qu'ils ont un chronotype, on va dire, assez normal, si je peux dire ça, assez commun. Donc, c'est-à-dire qu'ils suivent en fait le rythme du lever et du coucher du soleil. Ils sont calés en fait sur les rythmes naturels en fait d'une journée. Donc là, ils ont besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Et ensuite, vous avez les loups. Donc, les loups, ils ont des difficultés en fait à se lever tôt. En gros, vous allez mettre votre alarme et il vous faut au moins 5 alarmes pour vous réveiller le matin. Vous allez être un peu plus dynamique en fait en soirée. Donc là, par exemple, pour les profils créatifs, si par exemple vous avez un pic en fait d'énergie en soirée, c'est que vous êtes, par exemple, un loup. Moi, par exemple, j'ai fait le test, hein, parce que vous avez le test sur le site que je vous mets en description. Moi, par exemple, je sais pertinemment que je suis loup. Donc, ça veut dire que le matin, voilà, il faut vraiment que je me fasse violence pour me lever. Et je sais que, par contre, après les activités les plus importantes, il faut quand même que je les fasse le matin, parce que le matin, je suis plus concentrée que l'après-midi. Mais c'est vrai que par contre, j'ai un pic d'énergie le soir, c'est tout le temps comme ça. Donc je sais que toutes mes activités créatives, je vais les faire, en fin de journée. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, et les personnes qui sont créatives, elles ont plus tendance à être loups. Après, c'est pas une règle en soi, mais c'est vrai que c'est des personnes qui ont tendance à être très très créatives. Donc les artistes, etc., ils peuvent être loups en fait. Ils sont pas réglés sur le rythme naturel de la journée. Et après, vous avez des moments de votre vie où vous pouvez changer. En fait, c'est pas quelque chose qui est fixe. Par exemple, on sait que les adolescents, ils ont plus tendance à être loups, par exemple. Les enfants, de par leur énergie, voilà, quand ils sont enfants, ils bougent un peu partout. Donc, en général, les enfants, ils sont lions. Voilà, mais après, ça s'adapte au fur et à mesure de votre âge. Voilà, vous allez avoir une tendance quand même qui va se dégager après l'adolescence. Et donc, une fois que vous connaissez votre rythme, c'est plus simple, je pense, de passer à l'étape de la planification. Donc là, je vais vous mettre un deuxième tableau aussi, pareil, où vous allez avoir un exemple en fait de planning selon le chronotype. Donc dauphin, ours, lion ou loup. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Vous pouvez voilà, vous inspirer. Après, évidemment, votre planning va changer si vous êtes en poste, si vous n'êtes pas en poste, etc. C'est pas un planning qui va rester fixe. Le chapitre 1 sur te connais-tu toi-même est terminé. Donc là, vous avez tous les éléments pour vous connaître vous-même. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, là, on passe au chapitre 2, donc la planification. Là, on passe au chapitre 2, planification. Une fois que vous êtes étudié, que vous avez étudié vos forces, vos opportunités, vos menaces, vos faiblesses, que vous avez étudié votre rythme naturel, vous avez Benjamin Franklin qui est artiste, écrivain, physicien et scientifique.
qui a dit si vous ne parvenez pas à planifier, vous prévoyez d'échouer. En effet, la planification, moi je trouve que c'est important. C'est important d'écrire, en fait, de mettre sur papier ce que vous souhaitez. On va dire c'est comme une sorte de manifestation, mais c'est surtout en fait avoir devant votre yeux pour en fait matérialiser ce que vous souhaitez. Mais c'est vraiment mettre sur papier pour ordonner vos idées. Moi je sais que par exemple je suis une personne, j'aime beaucoup écrire, mais j'ai besoin d'écrire pour organiser mes idées et pour voir visuellement en fait mes objectifs, les étapes à suivre, etc. pour pouvoir mettre ça en place. Donc là, vous avez un tableau que vous pouvez utiliser. Après, ça dépend si vous pensez que c'est intéressant, que c'est pertinent. À ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Si c'est pas pertinent par rapport aux tâches que vous devez effectuer, bah, ne l'utilisez pas. Donc là, on va parler de la matrice de Dwight David Eisenhower qui vous permet de prioriser vos tâches et à ce moment-là de consacrer le plus de temps possible à une tâche en particulier. Par exemple, donc selon le tableau que je vais vous mettre à l'écran, vous avez ce qui est urgent et important. Donc là, si c'est urgent et important, c'est quelque chose à faire en priorité. Ensuite, vous avez le important, donc c'est important mais c'est pas urgent, donc c'est quelque chose que vous pouvez planifier plus tard, reporter. Ensuite, vous avez ce qui est urgent et pas important. Donc là, vous pouvez déléguer, mais comme je vous l'ai dit, faut savoir si c'est pertinent ou pas de déléguer. Par exemple, si on parle de quelque chose de personnel, vous n'allez pas déléguer, on n'est pas dans la sphère professionnelle. Donc, à voir. Et ensuite, pas urgent, pas important, bah, à ce moment-là, c'est considéré comme une perte de temps, donc c'est à éliminer, ou en tout cas à planifier, mais dans ce cas-là, ça sera une planification sur le moyen terme et pas sur le court terme. Il faut savoir que ce qui est à faire en priorité, dans tous les cas, c'est ce qui est important. Donc que ce soit urgent, important ou pas urgent mais important, il faut faire en priorité ce qui est important. Et après, en second, voire en troisième, vous ferez ce qui n'est pas important. Mais les deux cases que vous devez, on va dire, prêter attention, c'est la case urgent important et la case pas urgent important. Donc à ce moment-là, vous pouvez lister toutes vos tâches. Par exemple, ça peut être apprendre une langue étrangère, lire un livre de culture générale, faire du sport, etc. Et vous les mettez en fait dans les cases. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous allez prendre un planning hebdomadaire et là, vous allez, en fonction des tranches horaires où vous êtes disponible, vous allez mettre toutes ces tâches-là. Donc ce tableau-là, il peut être intéressant. Par exemple, rechercher un travail, si en ce moment-là vous êtes au chômage, rechercher un travail, ça va être urgent et important. Donc chaque semaine, vous allez prévoir des plages horaires où vous allez chercher du travail. Et normalement, en fait, ce qui est bien, et c'est pour ça que je vous dis, ce qui est bien, c'est de mettre par écrit et de faire des tableaux. Car à ce moment-là, ça va vous permettre de voir visuellement si c'est cohérent avec tout ce que vous avez fait en amont. Par exemple, si vous listez des tâches dans urgent, important et que dans votre tableau hebdomadaire, ces tâches-là, elles reviennent pas beaucoup, c'est qu'il y a un problème parce que c'est urgent et c'est important, donc vous êtes censé le faire régulièrement en fait. Il y a l'aspect un peu de régularité. Et la régularité, vous pouvez l'avoir que en faisant un tableau, en tout cas en le voyant visuellement, ça va être plus simple que de vous dire c'est pas grave, je vais faire comment dire ça, je vais pas planifier, je verrai ma semaine lorsque j'ai le temps, je le ferai, mais peut-être que vous le ferez pas en fait finalement. Donc là, l'idée de voir le tableau, c'est vraiment c'est comme un pacte que vous faites avec vous. Vous le voyez sur votre tableau, c'est clair et net. Donc vous savez que dans cette tranche horaire là, vous êtes censé faire ça, peu importe voilà les aléas. Comme on dit, en fait, il faut vraiment être discipliné. Et c'est pas une question seulement de motivation, mais peu importe entre guillemets votre mood, il faut réellement faire cette tâche-là.
Et après, par exemple, apprendre une langue, c'est important, mais c'est pas urgent. Donc là, surtout, on va parler de la langue anglaise, par exemple. Donc là, c'est une tâche secondaire dans votre emploi du temps. Donc, ça veut dire que la langue, l'apprentissage de la langue comment dire ça, doit apparaître euh, de manière moins fréquente que la recherche de travail, voilà, qui elle est vraiment urgent et important pour le coup. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que par exemple, il faut que vous libérez votre temps. Peut-être que vous avez des activités qui vous bouffent votre temps. Je pense surtout au scroll, le fait de scroller sur votre téléphone, etc. Voilà, il faut répertorier ce que vous faites dans la journée. Voilà, par exemple, vous avez une journée type, vous pensez à votre semaine, vous écrivez tout ce que vous avez fait dans la semaine qui vous a fait perdre votre temps, voilà, qui n'était pas prioritaire, et vous éliminez cette activité-là. Et voilà, il faut vous dire que pendant que vous perdez votre temps, il y a d'autres personnes qui avancent. Comme la vie est une bataille et ça se ressent sur le marché du travail. Par exemple, euh, en général, il n'y a qu'un poste pour une personne. Euh, vous allez être en compétition avec d'autres personnes qui, elles, par exemple, carburent même dans leur vie personnelle. Donc à ce moment-là, c'est important, vous, de vous différencier et à chaque fois d'acquérir de nouvelles connaissances, de travailler sur vos forces, de travailler sur vos faiblesses, etc. Voilà, l'apprentissage, c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie. Il ne faut pas vous dire que l'apprentissage, ça concerne uniquement le stade où vous êtes étudiant et après, vous évoluez plus jamais. Ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut réellement pas faire. Et dites-vous que, entre guillemets, vous avez de la chance de ne pas vous retrouver sur des systèmes où, par exemple, en Corée, parce qu'en Corée, depuis qu'ils sont petits, ils apprennent la notion de concurrence. Et j'ai même envie de dire, malheureusement, nous, en France, on ne nous apprend pas du tout la notion de concurrence. Donc, c'est parfois, on se réveille un peu tard et c'est fin vingtaine qu'on se dit, mais en fait, la vie, c'est une histoire de concurrence, quoi. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment vous différencier des autres personnes. Et voilà, par exemple, moi, ce que je fais également, c'est je supprime, donc comme je l'ai dit, supprimer les temps passés sur les réseaux sociaux. Mais ce que je fais, c'est que j'ai supprimé également les contenus inutiles, en tout cas les abonnements inutiles. Donc là, j'ai fait un reset de tous les abonnements que j'avais hein, en 2025 et j'ai supprimé beaucoup euh, de créateurs de contenu tout simplement où moi je me disais voilà c'est pas quelque chose qui me sert ou en tout cas c'est pas des personnes qui m'inspirent plus que ça ou du moins le contenu c'est pas quelque chose de très important. Donc voilà, j'ai supprimé tous ces abonnements-là. Et l'intérêt, c'est de voir, quand je suis sur YouTube par exemple, de voir uniquement des contenus, même dans l'onglet accueil, de voir uniquement des contenus qui vont m'élever en fait. Voilà, ça peut être des contenus sur la finance par exemple, ça j'ai laissé les contenus sur tout ce qui est level up, mindset, etc. Ça j'ai laissé. Bah, après j'ai des comptes que je suis plus du tout, de youtubeuses que je suis plus depuis fin 2024. Voilà, donc je suis pas toutes les chaînes de level up, il y en a qu'une seule que je suis actuellement. Euh, et voilà, tout le reste c'est des sujets liés à la finance, liés à la géopolitique par exemple. Voilà, je suis abonnée à Arte. Non, je suis plus abonnée à Arte, j'ai enlevé Arte. Mais par contre, je me suis abonnée à les dessous des cartes. Donc, c'est aussi Arte. Mais là, c'est plus. C'est un contenu beaucoup plus axé sur la géopolitique. Donc voilà, surtout par rapport au temps qui court, les États-Unis, voilà, dont on entend beaucoup parler en ce moment les BRICS, etc. Donc pour moi, je pense que c'est très important d'être au courant de l'actualité. Voilà, donc il y a des sujets sur lesquels vous devez en maîtriser ou du moins avoir des connaissances voilà, dessus. Et ce qui fait qu'on vient au chapitre 3
Donc c'est l'unicité. Je trouve en fait qu'il faut vous démarquer également de la masse des personnes. Donc pour vous rendre intéressante, vous pouvez effectuer, donc moi j'ai regroupé en deux gros groupes, on va dire, les activités créatives et les activités intellectuelles. Et enfin, j'ai dit deux grands groupes, en trois grands groupes, du coup, activité créative, activité intellectuelle et activité physique. Donc l'activité créative, ça peut être slash artistique, slash culturelle. Donc dans les activités créatives, on retrouve par exemple la couture. Dans le domaine artistique, ça peut être la peinture. Et dans tout ce qui est culturel, ça peut être l'apprentissage des langues ou les visites de musées, par exemple. Ensuite, dans l'activité intellectuelle, ça peut être jeu d'échecs, ça peut être book club. Donc l'idée, c'est de développer votre esprit critique et ben, par la même occasion, avoir un peu plus de connaissances sur un genre de livre en particulier. Par exemple, bon là je parle pas de livres de romance ou de fantasy, mais par exemple ça peut être des livres sur la biographie de personnes enfin connues, sur des sujets par exemple philosophiques, sur des sujets politiques, etc. Voilà. Et ensuite une activité physique. Donc là, ça peut être le pilate, le yoga par exemple, ou le renforcement musculaire. Le plus important, en fait, c'est pas de suivre les tendances. Moi, par exemple, la tendance en ce moment, c'est beaucoup le pilate. Mais moi, je trouve il faut vraiment que vous essayez le sport qui vous convient le mieux. Peut-être que pour vous, ça sera pas le pilate, ça sera autre chose. Donc à ce moment-là, il faut trouver ce qui peut faire en sorte de vous maintenir physiquement. Ça peut être uniquement la salle et la musculation. Voilà, là où vous vous sentez bien et là où vous sentez que vous avez des résultats surtout. Voilà, il faut éviter un peu l'effet de mode. Mais voilà, pour moi, c'est surtout ça. Et en fait, comme je l'ai dit, la discipline, c'est vraiment, peu importe dans quel mode vous le faites, mais il faut le faire que ce soit, que vous soyez fatigué, donc do it tired, do it sad, faites-le si même vous êtes dans un mood voilà, un peu triste. Si vous n'êtes pas motivé, il faut le faire. Et surtout, n'arrêtez pas parce que vous y êtes presque arrivé. Et le souci, c'est que en fait, personne ne va vous pousser. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. C'est vous seul en fait. Personne n'a le temps de penser à vous. Par exemple, on dit souvent dans l'avion, hein, enfin c'est tout le temps l'exemple phare, mais c'est que dans l'avion, s'il y a un problème, il faut d'abord que vous vous mettez votre masque avant de sauver les autres. Donc, il faut que vous vous priorisez. Donc, c'est bien d'être discipliné, mais il faut surtout de la consistance. Donc, ça veut dire que vous pouvez être discipliné 2 jours. Si vous êtes discipliné que 2 jours dans la semaine, c'est pas assez. Il y a vraiment en fait l'idée de régularité. Il faut que vous soyez régulière et constant en fait dans vos efforts pour y arriver. J'ai pris des animations positives qui me parlaient sur Pinterest. Par exemple, All It Takes is pour Dream, en fait votre rêve, hein, discipline, routine, education, action and mentality. Et c'est exactement ça en fait. Vous avez la discipline, vous avez la routine, vous avez l'éducation, en tout cas vous vous formez continuellement et vous mettez en place des actions parce que en fait c'est bien beau de planifier, de faire votre tableau. Mais le souci, c'est que si vous ne vous mettez pas à l'action, si vous ne faites rien que vous avez écrit dans votre tableau, bah ça va pas se matérialiser en fait. Et si vous voulez être chanceuse, en fait, il faut se dire que la chance, c'est pas au petit bonheur la chance. Pour avoir la chance, il faut la travailler en fait et il faut la chercher. Donc I'm so lucky, everything works out for me. Pour se dire cette phrase-là, il faut vraiment en fait vous mettre en action. Il faut bouger, il faut être en mouvement. Faut pas se laisser aller. Et c'est exactement ça. Don't stop until you are proud of yourself. Ne vous arrêtez pas tant que vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes fier de vous. Voilà pour cette vidéo, les déesses. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!